Première fois que j'ai rencontré Simenon, c'était une interview parmi d'autres. Bon, évidemment, j'avais conscience de rencontrer un très grand écrivain, d'autant que j'ai toujours eu une admiration considérable pour Georges Simenon. Mais c'était, bon, je rencontrais Georges Simenon, j'étais heureux, j'étais fier, et c'était pour moi une grande émotion. Tandis que ma deuxième rencontre, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que à l'automne 1981, on apprend que Georges Simenon publie ses mémoires. Et il les qualifie lui-même de mémoires intimes. Or, il avait toujours dit qu'il ne publierait jamais son autobiographie. Donc, il fallait un événement considérable pour expliquer son revirement. Et cet événement considérable, c'était la mort de sa fille Marie-Jo, son suicide. La fille bien-aimée d'un père tant aimé. Et d'ailleurs, le livre, il ne parle dans ce livre, il parle de ses femmes, il parle de sa mère, il parle de ses domaines, de ses maisons, de ses livres, de Maigret, etc. Mais tout revient à Marie-Jo. Marie-Jo, Marie-Jo, Marie-Jo. Et d'ailleurs, il s'adresse à elle. Le livre est fait pour elle. Elle est au centre de ses mémoires. Et à la fin de l'ouvrage, il y a des... Simenon dit que à la fin, il y a le livre de Marie-Jo. Qu'est-ce que c'est que le livre de Marie-Jo? Ce sont des lettres qu'elle lui a écrites. Ce sont des poèmes qu'elle écrivait et qui souvent étaient adressés à son père. Donc il y a eu entre eux vraiment une relation d'amour assez ambiguë. Et pourquoi Marie-Jo s'est-elle suicidée d'une balle tirée d'un pistolet en pleine poitrine? C'est autour de ce mystère. C'est probablement le dernier mystère sur lequel se sera penché Georges Simenon. Qu'est-ce que c'est que pourquoi a-t-elle fait ça? Et donc il a écrit ce livre pour essayer d'expliquer ce geste terrible qui accable un père. Vous imaginez le suicide d'une fille. Moi, personnellement, j'y ai pensé, j'ai eu 2 filles, et je me dis le plus grand drame qui puisse arriver à un homme, c'est la mort volontaire d'un de ses enfants. Alors donc, évidemment, là, je suis allé dans sa maison à Lausanne, je l'avais donc pas revu depuis 7 ans, et c'était dans un contexte complètement différent, c'est un contexte dramatique, j'avais lu ça et j'étais effaré, je me suis dit, mais Simenon, il a d'un seul coup, il vit un drame inouï, et c'est parce que, c'est probablement pour évacuer ce drame, pour l'expliquer, pour se justifier, et en même temps pour dialoguer une dernière fois avec cette fille qu'il a écrit cet ouvrage. Donc je vais là-bas à Lausanne, et il vous dire que l'atmosphère au début était assez compliquée, assez lourde, et pourtant Dieu sait que Simenon était un homme simple qui savait vous recevoir avec bonhomie. Il n'empêche qu'il y avait ce drame qu'il allait raconter. Et on m'a beaucoup reproché d'avoir trop insisté dans l'entretien sur Marie-Jo. Mais Marie-Jo, c'était le livre, c'était l'explication du livre, c'était la justification des livres. Tout se ramenait à elle. Comment ne pas parler abondamment de cette fille, encore une fois, tant aimée? Et il avait préparé un magnétophone dans lequel on entendait la voix de Marie-Jo. Et à un moment... j'avais bien vu ce magnétophone, mais je ne savais pas quoi il allait servir. Et tout d'un coup, il a appuyé sur le magnétophone et on a entendu la voix de Marie-Jo. Et c'était ce qu'il voulait. Cette interview, je pense qu'elle a été faite non seulement pour s'expliquer sur les raisons de ses mémoires intimes, mais aussi pour qu'on entende, pour que le téléspectateur entende cette voix qu'il avait rarement entendue, en tout cas, sauf quelques personnes qui écoutaient parfois les chansons qu'écrivait Marie-Jo. Il voulait que les téléspectateurs entendent la voix de Marie-Jo, et c'était évidemment un moment insoutenable. Pour moi, je regardais, j'osais à peine d'ailleurs le regarder, il y avait lui son regard fuyant, et il écoutait la voix de sa fille. À mon avis, c'était tous les jours et toutes les nuits qu'il écoutait la voix de sa fille depuis des semaines, depuis des mois. Et je pense d'ailleurs qu'il a continué après à écouter la voix de sa fille. Et c'était évidemment, là on est dans un registre de dramaturgie très très rare pour un journaliste. Quand Simenon est mort, 8 ans après, on a rediffusé cette interview. Et tout d'un coup, j'ai été choqué par quelque chose. C'est mon insistance, tout d'un coup, à lui faire... à m'étonner qu'il parle, certes,
de la mort de sa fille, de son suicide, avec émotion, mais aussi avec une certaine froideur qui m'est apparue, comme si tout d'un coup, il y avait l'inspecteur, le commissaire Maigret, qui se posait des questions sur les conditions mêmes du suicide. Et d'ailleurs, dès la première page du livre, alors qu'il s'adresse à sa fille, le premier, c'est ma toute petite fille, et à un moment, il dit... Tout était à sa place, toi-même couché sur ton lit, un petit trou rouge dans la poitrine, ça c'est Simenon, hein, petit trou rouge, il ne va pas parler du sang, non, du petit trou rouge. D'où venait le pistolet 22 à un seul coup? Qui avait acheté les cartouches? Là, c'est le commissaire Maigret qui pose les questions. Hein. Ça c'est inouï, il ne peut pas s'en empêcher. Il est dans l'émotion, il est dans le drame, il est dans une sorte de folie même, et il n'oublie pas quand même qu'il est lui aussi quand même le commissaire Maigret. Il faudrait quand même bien savoir l'explication de quel est le salaud qui a donné ce pistolet à sa fille, et d'où tient-elle les cartouches. Et donc j'avais été très étonné moi-même en lisant cet ouvrage, donc j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, mais dis-donc, vous n'êtes pas un petit peu le commissaire Maigret? Et j'ai vu que cette question le choquait un peu. Je crois qu'il en a été un peu chagrin, et quand j'ai revu cette émission, j'ai pas eu très très bonne conscience de cette insistance de ma part. Bon, tout le monde savait que Simenon avait eu une sexualité considérable, mais quand vous avez un homme en face de vous qui vous dit « Non, ben, j'ai dû à peu près avoir 10 000 femmes dans ma vie », écoutez, je veux dire que c'est difficile, sauf à paraître soi-même prétentieux, c'est difficile de ne pas manifester quand même un certain étonnement quand même. Ça me paraît difficile, donc oui, bien sûr. Il parlait des choses intimes, hein, donc ça s'appelle Mémoires intimes. Et donc, c'est vrai que l'amenant à parler de sa sexualité, je me disais quand même 10 fois plus que Don Juan, c'est quand même considérable. Hein. Mais ça, sinon, mais je crois qu'il ne bluffait pas. Hein. Je crois qu'il est comme ça, il est tranquille. Simenon, c'est l'homme des constats. Hein. C'est l'homme des constats froids. C'est Maigret. Il dit, bon, voilà, il s'est passé ceci, voilà, il s'est cela. Il vous dit, oui, j'ai connu 10 000 femmes dans ma vie. Oui, bon. Alors, c'est un peu exagéré quand il dit oui, mais pourquoi vous en étonnez? Enfin, il a l'air de s'étonner de mon étonnement. Moi, je crois qu'il était justifié. Cet homme m'intriguait surtout. Je veux dire que c'est quand même un homme. Toutes ces légendes sur lui. Il y a la légende, et puis il y a la vérité, mais où commençaient les fantasmes. Parce que, au fond, les gens nourrissaient des fantasmes de Simenon. Et lui-même est un homme plein de fantasmes. Tout ça, c'est du gibier de psychanalyste, ça. Hein. Je ne sais pas comment si les psychanalystes de l'époque ont lu cet ouvrage, ça a dû les ravir. Ils ont dû être tout à fait fasciné par le personnage de Simenon, à mon avis. Hein, et donc j'étais fasciné par cet homme dont l'œuvre est quand même considérable, puis elle va entrer dans la Pléiade. D'ailleurs, je le trouve un peu tardivement. Hein, franchement, je trouve que Simenon aurait dû être dans la Pléiade quand même depuis un bon bout de temps. On aurait pu même l'y mettre de son vivant. Hein, c'était un auteur qui aurait mérité... c'est quand même des grands romanciers du XXe siècle. Hein, bon, il a échappé au Nobel, il a échappé à la Pléiade, alors puis il n'aura jamais le Nobel parce que c'est trop tard, on ne le donne pas posthumement, mais en tout cas, aujourd'hui il est à la Pléiade et il le mérite bien.